Bonsoir à tous et bienvenue à cette rentrée de la copropriété édition 2021. Première édition, bien entendu, dans cette nouvelle formule. Je dis nouvelle formule, dans cette formule de webinaire qui n'est plus nécessairement nouvelle. Donc, Laurent Emery, directeur général du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Je suis accompagné ce soir, je les donne dans l'ordre qui m'apparaissent à l'écran, de Bruno Bourdelin, avocat spécialisé en copropriété chez Terrien Couture Jolicoeur, Stéphania Canetta, avocate, bien entendu, et médiatrice. Elle nous dira tout ça tantôt, spécialisée en copropriété chez Canetta Avocat. Hélène Vallerand, présidente de Locandric Gestion immobilière. Régent Touchette de la firme Cossette et Touchette. On a Robert Demers, Robert d'Acquisance, donc Acquisance qui est le présentateur officiel de la soirée. Et vous l'aurez remarqué, Kalia Blais de l'équipe du regroupement au niveau des événements qui va commencer la soirée avec nous ce soir. Donc, on a déjà près d'une centaine de personnes connectées. On va se donner encore quelques minutes. Donc, l'objectif de la soirée de ce soir, pour ceux et celles qui connaissaient la formule de la rentrée, qui se voit une activité d'introduction, le lancement du calendrier officiel du regroupement. Donc, c'est un peu la même genre de formule qu'on va avoir ce soir. Donc, c'est en quelque sorte un lancement de programmation et on a décidé ce soir pour la soirée d'inviter certains conférenciers qu'on va voir à travers le calendrier de cette année et les calendriers qu'on a vus dans les dernières années. Donc, on va en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, ce qui les a menés au droit de la copropriété. On va peut-être même poser des questions par rapport à des anecdotes qu'ils auraient vécues dans ce fabuleux monde de la copropriété dans lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Donc, on va regarder ça. On va présenter également, je vous ai présenté Kalia, elle aura l'occasion de dire un peu plus sur elle. On va vous présenter l'ensemble des membres de la permanence du regroupement également pour vous permettre de vous familiariser avec l'équipe. Donc, avant de commencer, je laisserai la parole à Robert Demers, pour l'avoir mentionné un peu plus tôt, qui est président d'Acquisance et présentateur de la soirée, à nous adresser quelques mots. Donc, Robert, à vous la parole. Merci, Laurent, et bonsoir à tous. Et encore une fois, Laurent, félicitations à toi et tes collègues et la RGCQ de persévérer, de nous informer sur des sujets d'importance qui répondent aux besoins des marchés du bâtiment, des copropriétés et des gestionnaires. Donner un peu une vue de mon passé. La majeure partie de ma carrière, j'ai œuvré au niveau de la télécommunication dans l'industrie du cellulaire dès le début de l'industrie, responsable du marketing et des ventes au niveau national pour ensuite œuvrer à l'international comme consultant exécutif et pour le démarrage et gestion commerciale des nouveaux opérateurs en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et aux États-Unis. Puis cette culture d'entrepreneur s'est développée en entrepreneur, ce qui m'a motivé à démarrer mon entreprise reliée à la gestion du risque des fuites d'eau comme revendeur d'équipements du marché de l'immeuble multiniveau. J'ai rapidement réalisé qu'il était préférable d'être manufacturier et d'avoir un contrôle du produit, de ses services de gestion afin de sécuriser avec certitude la qualité et l'offre répondant précisément au marché et ça d'une façon sécuritaire. Depuis plus de 3 ans, nous avons développé et fabriqué la majorité de nos composantes, incluant un contrôleur d'une grande simplicité, des accessoires et un service de gestion du risque par acquis central qui permet d'installer dans l'ensemble du bâtiment un réseau de fréquences radio dédié exclusivement à Acquisance d'une plateforme de gestion dans chacune des composantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'une nouvelle sonde qu'on a mise sur le marché qui gère la température, la sonde, qui gère l'humidité, qui gère l'eau. Et en plus, lorsque la sonde est déplacée de son emplacement de sécurité, il y a une alerte qui est envoyée sur notre plateforme pour aviser les gens responsables que l'équipement qui est en place n'est pas en mode de protection. Ce qui est révolutionnaire, ça n'existe pas sur le marché et ça nous permet, surtout dans un environnement de multilogement, que ce soit locatif ou copropriété, d'avoir un ensemble de sécurité pour la gestion du risque. Alors, imaginez, les piles sont d'une durée jusqu'à 10 ans. Alors, il y a des économies majeures à faire. Avec l'avenue de la PREVDEC et de la PRESCAN, les règlements de conformité sont en place maintenant et approuvés par les principales compagnies d'assurance pour vous assurer que les produits vendus sur le marché sont conformes selon les codes de sécurité et de certification par les instances d'autorité, et ça au bénéfice de tous et chacun. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et bonne conférence. Merci beaucoup, Robert. Merci à Acquisance également pour la commandite de la soirée. Donc, sans plus tarder, avant de vous présenter le regroupement,
On m'indique qu'il y a deux prix à faire tirer. Donc, on a deux cartes cadeaux de valeur de 50 $ à la Société des alcools du Québec. Donc, Calia va se charger, bien entendu, de prendre les coordonnées des gagnants et de vous les transmettre par la poste. Donc, Mme Hélène Lauzon et M. Jean-François Robillard. Donc, félicitations aux deux gagnants. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, plusieurs participants à la soirée de ce soir ne sont pas membres encore du regroupement. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de représenter encore une fois le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Donc, pour ceux et celles qui le savent, c'est un organisme à but non lucratif fondé en 1999 qui a pour but de former, d'informer et de représenter les intérêts du milieu de la copropriété auprès des instances gouvernementales. Donc, on s'est beaucoup fait voir dans les dernières années, bien entendu, dans le cadre des projets de loi 16, projet de loi 141 sur l'assurance condo. On est l'éditeur du magazine Condo Liaison également, que vous avez sans doute vu. Je m'en allais dire dans les kiosques. Pas encore, mais bientôt peut-être. Donc, que vous recevez à la maison. Donc, on est présent. Aujourd'hui, l'événement est provincial, donc, mais on a des bureaux à Montréal, Québec et en Outaouais. Et l'objectif du regroupement, c'est d'aider, bien entendu, les copropriétés à s'administrer. Donc, on offre plusieurs outils, plusieurs formations et également de comprendre les intérêts des plus grands complexes d'habitation en copropriété également, qui sont souvent, Hélène va nous le dire plus tard, en gestion professionnelle, donc qui ont des enjeux des fois différents. La particularité de la copropriété au Québec, c'est que c'est 30 000 immeubles, donc 90 % ont moins de 20 unités et 70 % moins de 4 unités. Donc, on a beaucoup de petits immeubles et les réalités sont bien différentes dans les petits immeubles que dans les grands complexes d'habitation. Et le but du regroupement, c'est d'essayer de démêler tout ça puis d'offrir un service à la carte sur mesure à ses membres. Donc, voilà pour le regroupement. Donc, je vous disais plutôt qu'on allait vous présenter les membres de l'équipe. Donc, je les invite à ouvrir leur caméra. Pour ceux et celles qui pouvaient être là ce soir, d'autres sont en vacances, d'autres étaient malheureusement indisponibles. Donc, on a, je vais commencer au niveau de l'écran, donc Calia Blais que je vous ai présenté. Donc, Calia, peut-être ouvrir ton micro et prendre le temps d'expliquer aux membres exactement ce que tu fais. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, ça fait relativement pas très longtemps que je suis au regroupement, donc ça fait 5 mois que je suis embauchée pour les événements. Donc justement, l'événement de ce soir, c'est moi qui ai tout concocté ça. Puis justement, le calendrier d'activités à venir pour l'automne. Donc si jamais vous avez des questions sur les activités, les inscriptions, la facturation pour les événements, n'hésitez pas à m'écrire par courriel ou à m'appeler. Donc moi, je suis là pour vous pour ça en fait. Merci beaucoup, Calia, et merci pour l'organisation de la soirée. Donc, je passe la parole à Cynthia Lontin, qui est coordonnatrice service aux membres. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Cynthia, puis je suis coordonnatrice service aux membres. Ma responsabilité, c'est surtout d'assurer la qualité des services puis de contribuer à l'amélioration de l'offre actuelle. Je contribue aussi dans le magazine Condo Liaison, puis j'ai rédigé plusieurs guides et outils à travers les années. Puis, je suis aussi la personne qui chapeaute le service Infogestion. Donc, j'ai le plaisir d'être avec mes collègues ici présents ce soir, mais il y a aussi une super équipe de bénévoles qui nous soutient dans nos activités. Puis, il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être connectés ce soir, donc j'en profite pour vous dire un petit salut. Puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit par rapport au service qu'on a, ben vous pouvez indiquer un petit message dans le chat là, avec vos coordonnées, puis ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup, Cynthia. Et Cynthia fait bien de le mentionner. Donc, Cynthia travaille avec une équipe de conseillers infogestion, donc près d'une vingtaine, si je ne me trompe pas, de bénévoles qui s'occupent de vos questions pendant la semaine. Donc, on prend le temps de les remercier. Prochain sur ma liste, Adrien Vallat, qui est conseiller principal à tout ce qui est recherche et analyse. Donc, Adrien, je te laisse. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Adrien Vallat, Laurent l'a dit. Conseiller principal recherche et analyse, je touche à beaucoup de dossiers au RGCQ. Dans les dernières années, j'ai notamment suivi tout ce qui était projet de loi 16, projet de loi 141, les dossiers d'assurance. J'ai aussi travaillé avec plusieurs personnes qui sont sur le panel ici sur les questions d'études de fonds de prévoyance, de carnet d'entretien. Donc là, on suit ce dossier-là qui est loin d'être fini encore, mais on vous tiendra au courant de toutes ces avancées-là. Et dans mes autres responsabilités, je suis responsable aussi du magazine Condo Liaison notamment. Excellent. Merci beaucoup, Adrien. Et la dernière et non la moindre, Gabrielle Tournier, qui est adjointe du service aux membres. Donc, Gabrielle, qui est en voiture également, là, qui est en vacances cette semaine et qui prend le temps d'être avec nous ce soir. Donc, merci, Gabrielle. Je te laisse te présenter.
Merci Laurent. Écoutez, effectivement, moi je suis adjointe administrative service aux membres, donc je suis là pour répondre dans le fond à vos questions quand vous avez besoin de connaître nos services. Et puis par la suite, c'est moi aussi qui prends le relais pour transmettre vos demandes justement à nos bénévoles conseillers, aussi pour les consultations juridiques vers nos cabinets avec qui on collabore, donc vers les avocats. Puis c'est ça, je gère un peu tout ce qui va être relatif à votre adhésion dans le fond, puis à nos services. Excellent, merci beaucoup Gabriel. Vous ne pouvez pas être avec nous ce soir, Diane Ménard, qui est en charge de tout le volet corporatif de l'association, qui est quand même un pan très important. Donc, on remercie également Diane pour son travail. Donc, merci toute l'équipe. Félicitations pour votre beau travail. Une grosse année qui nous attend et on peut compter sur vous. Donc, bonne soirée à tous. Kalia, j'imagine, toi, tu restes avec nous. On va laisser tout le monde retourner à leurs occupations. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, ensuite, comme on vous disait d'entrée de jeu, le regroupement s'est fait grandement connaître dans les derniers mois de la dernière année, entre autres en lien avec la réforme amenée par les projets de loi 16 et les projets de loi 141. Donc, qu'est-ce qui a changé au niveau de la dernière année? Bien entendu, toutes les réalités liées à la pandémie de COVID-19. Donc, vous avez vu le RGCQ se transformer en association pratiquement web uniquement. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'on n'a pas le choix de vivre, qu'on commence à travailler tranquillement vers le retour en présentiel. Ça bouge, hein, ça évolue beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir vous offrir des activités en présentiel dans la prochaine année. On a publié le calendrier des événements, vous l'avez vu, jusqu'en décembre. Et en décembre, on va publier le calendrier du retour des fêtes pour le l'hiver, printemps et été 2022. Donc, c'est volontaire de notre part pour s'assurer qu'on puisse vous donner toutes les activités au bon moment. Donc, c'est plusieurs activités qui vous attendent cette année. On a pris le temps à la fois d'entendre vos préoccupations au niveau de la ligne infogestion, de demander à nos conseillers de nous donner des pistes également de sujets, de formation, de revenir aussi à certaines bases. Hein. On approfondit certains sujets, le regroupement prend en croissance, mais des fois, ça vaut la peine de revenir avec des activités que j'appellerais de base pour s'assurer de bien faire évoluer les administrateurs dans leur connaissance en matière de copropriété. Le meilleur exemple, c'est une formation qui fonctionne très, très bien. Nouvellement administrateur, par où commencer, que Maître Papineau donne plusieurs fois par année. Donc, c'est une formation qui gagne à être connue, dans laquelle on a beaucoup de nouveaux administrateurs de copropriété. Donc, on repart des bases, rôles et responsabilités, les devoirs de ces personnes-là. Et ensuite, on va vers des formations un peu plus approfondies. Et le retour, bien entendu, en 2021-2022 de la formule Air commune. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà membres, vous avez vu, c'est une activité qui est réservée aux membres. Et ce soir, vous allez vivre un peu ça. Donc, c'est une soirée questions-réponses sur des sujets qu'on aura prédéterminés. L'année passée, on l'a fait, bien entendu, sur la COVID. On l'a fait sur les réformes législatives, sur l'assurance, la gestion des sinistres. Donc, plusieurs sujets comme ça qui sont gratuits au courant de l'année. Le retour des formations Condo 101 et de tout sur l'assurance condo de Yves Jolicoeur, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir. Et dernière chose qui aurait changé au niveau du regroupement dans la dernière année, bien entendu, le conseil d'administration s'est nommé un nouveau président, donc M. Michael Chedboun, qui est fondateur de la firme de gestion immobilière Sequoia, bien entendu président du regroupement, et qui ne pouvait pas être avec nous ce soir non plus. Donc, on va passer à un petit sondage pour permettre à nos panélistes de connaître un peu, prendre le pouls de la salle. Hein, c'est une nouvelle réalité, ça, prendre le pouls de la salle à distance, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour connaître un peu le genre d'immeuble que vous administrez ou dans lequel vous êtes copropriétaire ou gestionnaire, on va vous lancer un sondage que je vais lancer à l'instant pour connaître le nombre d'unités de votre complexe d'habitation. Donc, ça va nous donner un peu les grandes lignes et voir également les réalités. Hein. Je vous disais plutôt que c'est pas... les réalités ne sont pas toujours les mêmes dans les petits bâtiments et dans les grands bâtiments. Souvent, nos panélistes avocats nous diront, bien entendu, que les responsabilités, les obligations sont les mêmes souvent, mais les réalités sont parfois très, très différentes. Donc, pendant que ça tourne, on avait un deuxième prix à remettre ce soir, donc un livre, Le condo, tout ce qu'il faut savoir. Maître Papineau, qui est avec nous ce soir, est un des co-auteurs. Donc, la gagnante est Mme Marie Dagenet. Donc, Mme Dagenet, Kalia va prendre contact avec vous pour vous transmettre le livre. Félicitations. Donc, on est à 100% de répondus. Donc, on a 60% des répondants qui vivent dans des immeubles de 2 à 24 unités.
15 25 à 50, 20 dans les 50 unités et plus, et quelques-uns qui ça ne s'applique pas, ça peut être à la fois des partenaires, des fournisseurs de services, des gestionnaires. Donc, on voit quand même une majorité dans les petits complexes d'habitation, mais je peux même vous les partager. Donc, vous allez voir également les résultats. Voilà. Donc, je vais fermer cet onglet-là. Donc, ça nous donne une idée. Que les gens qui sont avec nous ce soir vivent dans des bâtiments de 24 unités et moins. Donc, on peut comprendre qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de gestionnaire, c'est de l'administration bénévole. Donc, il y a plein de résultats qu'on peut en tirer. Donc, sans plus tarder, on va prendre le temps avec chacun des panélistes d'apprendre à connaître également. C'est des conférenciers que vous avez déjà vus dans le passé et d'autres que vous allez voir dans les prochains calendriers. Donc, encore une fois, dans l'ordre de l'écran, Maître Bruno Bourdelin, je le répète, avocat chez Terrien Couture Jolicoeur. Donc, Maître Bourdelin, bonsoir. Bonsoir. Excellent. Donc, première question d'entrée de jeu. Le droit, c'est relativement large comme profession. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser en droit de la copropriété? Si je suis honnête, le hasard, c'est un petit peu comme si j'avais vu de la lumière et je suis rentré. Mais la raison pour laquelle je suis resté est peut-être un petit peu plus intéressante. La réalité, en fait, c'est que j'avais eu l'opportunité de trouver un stage, une première expérience de travail dans un cabinet spécialisé en droit de la copropriété. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et puis, je trouvais aussi intéressant, dès le départ, d'avoir l'opportunité de me spécialiser et l'immobilier m'intéressait. Par contre, c'est quelque chose qu'on fait très peu, qu'on voit très peu à l'université. Donc, je connaissais à peu près rien en copropriété à l'époque. Et puis, donc, c'est ça, en fait, la raison pour laquelle je suis resté, c'est que chaque journée est une journée dans laquelle on ne sait pas du tout de quoi elle va être faite. On traite beaucoup d'urgences, beaucoup de variétés aussi dans nos mandats. Donc ça, c'est un des aspects. Un des autres aspects aussi, c'est qu'on a l'opportunité de travailler avec d'autres avocats qui sont spécialisés dans le domaine. Et puis, quand c'est le cas, il y a une certaine… je veux dire, tout le monde gère ses dossiers avec vigueur, mais en même temps, on parle le même langage. On a une capacité à ce moment-là aussi à gérer un dossier, à régler un dossier d'une façon un petit peu plus parfois innovante, ou en tout cas le fait d'avoir les mêmes termes, etc., on se comprend quand même assez rapidement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à rester, je dirais. Excellent. Et si vous pouvez nous donner je connais la réponse, mais un préjugé populaire à propos de votre métier? Probablement, c'est les avocats que ça coûte cher. Est-ce que c'est un préjugé ou c'est la réalité? Ça peut être vrai. Il faut faire attention, mais je vais faire un parallèle. C'est comme en matière de santé, en fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est très souvent, des petits mandats vont faire en sorte qu'on va éviter d'avoir des problèmes par la suite qui vont coûter bien, bien cher. Et la réalité aussi, c'est que très souvent, je vais avoir des clients potentiels qui vont me contacter ou qui vont contacter aussi mes collègues. Ça va être la même chose. On ne va pas nécessairement prendre le mandat à ce moment-là. On va plutôt les diriger vers, par exemple, un gestionnaire parce qu'on se rend compte que ce n'est pas nous qui sommes la réponse. Mais à partir du moment déjà aussi, on va comme vers une ressource en se disant qu'on a besoin d'aide, c'est déjà un grand pas vers le fait de trouver une solution et d'éviter d'ici quelques années un plus gros litige qui va coûter bien de l'argent à tout le monde. C'est très bonne réponse, soit dit en passant. C'est une réalité qu'on voit avec différents professionnels. M. Touchette va pouvoir vous en parler, même Mme Vallerand au niveau des professionnels de différents corps de métier. Souvent, on pense que ça va coûter cher, puis on oublie après ça tout je veux pas dire, on peut l'appeler le retour sur investissement aussi. Donc, ça vaut la peine de se faire accompagner dans certaines situations, que ce soit dans le domaine du droit, le domaine de la gestion, le domaine du bâtiment. C'est pour ça que la RGCQ met à la disposition de ses membres une liste de professionnels quand même assez élaborée. Donc, merci Bruno. Bonne soirée. On se revoit plus tard dans la partie questions-réponses. Merci beaucoup. Donc, la prochaine dans l'ordre de mon écran, Maître Stéphania Canetta. Donc, bonsoir, Maître Canetta, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Bonsoir tout le monde. Ça va bien, merci. Donc, tantôt, je vous présentais en disant avocate arbitre et j'avais oublié médiatrice accréditée également.
Oui. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser en copropriété? Et parlez-nous brièvement du rôle d'arbitre et médiatrice, qui est peut-être un peu méconnu également parmi nos membres. Bien, un peu comme Bruno, le hasard, au retour d'une grossesse, je voulais me rediriger, je faisais du droit civil et puis j'ai eu l'opportunité d'entrer à la SCQ, qui est l'Association des syndicats de copropriété du Québec, que je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien sur les condos. On ne voit pas ça à l'université et on ne voit pas ça au barreau. Et je suis arrivée à la SCQ, je me souviens, la première journée, le président m'a donné une dizaine de dossiers, puis il dit, tiens, règle-moi ça. Alors, on a appris ça en 5e vitesse, et puis j'ai eu la piqûre parce que ça touche à toutes sortes de domaines de droit, ça touche aux personnes. Donc, on a vraiment l'impression d'être utile. C'est un domaine de droit qui me passionne. Qu'on touche à de l'assurance, à de l'immobilier, à du financier, des rapports contractuels, peu importe, la responsabilité. Donc, et c'est ça. Et un peu comme Bruno, je pense qu'on a une belle synergie avec les confrères, avec les gestionnaire, avec tous ceux qui font partie du domaine. Excellent. Et si vous aviez un conseil à donner à un copropriétaire ou un administrateur pour l'aider dans son cheminement, ce serait lequel? Bien, ça va un petit peu de pair avec la question que vous me posez en deuxième. Je pense, premièrement, en tant que copropriétaire, c'est de s'informer, d'essayer de participer à la vie collective, mais de participer positivement. Donc, si on a un problème, ben, de ne pas commencer à faire une cabale en arrière, mais peut-être d'aller rencontrer le conseil d'administration, d'aller rencontrer le gestionnaire, d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on n'a pas compris peut-être. Et tout ça s'inscrit un petit peu là, dans ma démarche. En 2008, je suis devenue médiatrice et il y a 3-4 ans, je suis devenue arbitre. C'est pour ça aussi. Le code de procédure change, le code civil change, nos habitudes changent et nos tribunaux changent. Donc, on nous demande d'être de plus en plus conciliants. Ça va dans la mouvance sociale. Et ça va aussi dans la mouvance des copropriétés. Je pense qu'il faut essayer de mettre de côté là, tous les différends qui durent des années devant les tribunaux, mais plutôt se parler puis essayer de voir y a-t-il moyen de résoudre nos différends autrement. Tantôt, Bruno nous parlait d'un préjugé populaire sur le métier d'avocat. Est-ce qu'il y a un aspect méconnu du métier d'avocat que les participants ce soir seraient heureux de connaître? Bien, un aspect méconnu d'un avocat en copropriété, c'est qu'il faudrait avoir fait un bac en psychologie parce que beaucoup de notre pratique, je ne sais pas, Maître Papineau, je vois Maître Papineau rire, mais un aspect important de notre pratique, on a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, et il y a un côté psychologique à tout ça, puis on va le voir de plus en plus, je pense, avec les personnes seules, avec les personnes qui ont des problématiques de maladie mentale. Faut être à l'écoute de ça, il faut être capable de s'ajuster. Donc, c'est un aspect, je pense, qui est méconnu. On ne fait pas juste que du droit dans notre journée. Excellent. Donc, Maître Canetta, merci d'être avec nous ce soir. On se retrouve dans la deuxième partie de la soirée. Je me rends compte en regardant mon écran que tantôt, je vous ai présenté brièvement chacun des panélistes de ce soir en omettant Maître Yves Papineau du cabinet LJT. Donc, Maître Papineau, je m'en excuse et c'est pour cette raison qu'on va passer tout de suite à vous pour la présentation. Donc, Maître Papineau, qui est avocat, bien entendu, spécialisé en droit de la copropriété, que vous connaissez sans doute, qui participe aux activités du regroupement depuis plusieurs années, qui siège également au conseil d'administration. Maître Papineau, qu'est-ce qui vous aurait mené à vous spécialiser en droit de la copropriété? J'ai toujours fait du droit immobilier, droit de la construction, alors copropriété est rentrée dans ça. On continue au bureau de faire du droit de la construction, des hypothèques légales, tout ça, mais on fait aussi beaucoup de copropriété. Pourquoi spécialiser là-dedans? Parce qu'il n'y avait rien. Comme disait Maître Canetta, quand elle a commencé, et Maître Bourdelin, il n'y a rien à l'université, il n'y a rien au barreau. Alors, il a fallu travailler, voir ce qu'en était. C'est pour ça qu'avec Maître Jolicoeur, on a écrit des livres, on a fait des formations. Alors, et c'était agréable d'innover et d'apprendre des choses. Vous parlez du démarrage ou du début, en quelque sorte, du droit de la copropriété
Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous avez participé à créer tout ça, si on veut, là, cette connaissance du droit de la copropriété. Qu'est-ce qui a plus changé dans votre métier ou dans la copropriété dans les dernières années? Ce qui est le plus intéressant qui a changé, c'est que les gens comprennent maintenant beaucoup plus ce qu'est une copropriété, les droits, les obligations. Les gens ne nous posent plus les mêmes questions qu'avant. Je me souviens, il y a 25 ans, là, on passait notre temps à répondre à la question « Quelles sont les majorités requises? » On les expliquait. On est loin de là maintenant. Là. Les gens ont beaucoup plus de connaissances et d'intérêt pour la copropriété qu'il y en avait avant. Vous parlez des connaissances, bon, bien entendu, des copropriétaires, des administrateurs, de nos membres. Qu'est-ce qui, à votre avis, différencie la copropriété québécoise, soit d'ailleurs, parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à la copropriété en Europe également, ou soit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui est particulier au Québec au niveau de notre copropriété? Il n'y a pas grand-chose de particulier en termes humains. En termes de droit, oui, on a des articles de loi qui font l'envie de beaucoup d'avocats en France. Je pense entre autres à la perte des droits de vote pour ceux qui sont en défaut de paiement. Nos amis français, premièrement, ne peuvent pas comprendre qu'on enlève des droits à quelqu'un, même si la personne est en défaut de n'importe quoi, mais ça, c'est le plaisir. Maître Bourdelin sourit, mais c'est pas mal ça. Les Français ont beaucoup de droits, mais pas tout à fait autant d'obligations. Alors, on a des choses, on a des registres, un registre foncier qui est extraordinaire. On a des plans de cadastre qui sont extraordinaires par rapport à tous les autres pays du monde. Alors, on a des choses beaucoup mieux, mais il reste que la nature humaine, elle est la même que ce soit en France, en Ontario, en Californie ou en Floride, là, c'est la même chose. Et parlant de cette fameuse nature humaine, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années déjà, je sais que vous avez beaucoup d'histoires cocasses ou vécues par le passé. Auriez-vous l'amabilité de nous partager peut-être une de ces anecdotes que vous auriez vécues dans votre pratique dans les dernières années? Eh, monsieur, il y en a plusieurs de tous les genres. Mais peut-être ça, mais c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est notre ami Maître Jolicoeur, une assemblée où il a fallu faire venir l'escouade anti-émeute parce que la guerre était prise à l'intérieur des copropriétaires. Ça, c'est vraiment le summum des interventions. Mais il y a toujours des faits cocasses. Comme je le disais, la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut s'attendre à n'importe quoi. Excellent. Donc, merci, Maître Papineau, de cette présentation. On vous garde pour la prochaine partie également, questions-réponses. Donc, merci. Merci pour les conférences que vous avez données et que vous allez donner dans notre prochain calendrier. Donc, vous le savez, bon, vous le voyez maintenant, la copropriété, bien entendu, c'est du droit. C'est également de la gestion, de l'administration, j'appellerais la gestion quotidienne, et c'est également du volet du bâtiment. Donc, c'est un effort que le regroupement fait également de faire de la formation dans différents secteurs également pour vous aider dans votre rôle d'administrateur parce que la copropriété, bien entendu, c'est humain, mais ce n'est pas que ça. On va parler avec Hélène Vallerand, qui est présidente et gestionnaire de Gestion Locandric. Donc, bonsoir Hélène. Bonsoir. Donc, la copropriété, on l'a dit, c'est humain. Peut-être avant de vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser en copropriété, quel est le rôle du gestionnaire? Bon, on a plusieurs participants ce soir qui sont dans des copropriétés en administration bénévole. Du côté de votre pratique, quand vient le moment d'embaucher un gestionnaire? Le rôle du gestionnaire, c'est d'accompagner le conseil d'administration. C'est prendre en charge les tâches qui sont récurrentes et quotidiennes pour laisser le soin aux membres du conseil d'administration de plancher plus sur les directives ou les grandes avenues qu'ils veulent développer. Alors, on est vraiment un rôle d'accompagnateur, on a un rôle de mémoire parce que nos conseils d'administration changent en moyenne à tous les 2 ans. Donc, on a un rôle de mémoire aussi de la copropriété, en plus d'un qualifié d'expert, là, mais pas du même acabit qu'avocat, architecte, ingénieur ou autre. Là.
très intéressant. Gestion Lecandric, c'est une firme de gestion qui est établie depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a mené, Mme Valera, à vous intéresser à la gestion de copropriété qui, j'imagine, à l'époque, était quand même nouveau, là. On n'en voyait pas beaucoup des firmes de gestion de copropriété. Non, un peu comme mes collègues, tout nouvellement diplômés universitaires, ce milieu-là m'a attirée par, en 87, effectivement, il y avait peu de choses de fait. C'était vraiment un terrain vague. Donc, énormément de défis. Un milieu qui nous amène à, un peu comme disait Mike Canetta, à toucher toutes sortes de facettes de notre société. Le droit, les assurances, la comptabilité, la finance, la science du bâtiment, évidemment. Rencontrer des gens au fil des ans, on devient des complices de leur réalité. C'est souvent l'aspect le plus difficile, mais tellement l'aspect le plus enrichissant de notre métier. Donc, ça fait déjà quelques années, comme je disais à mes collègues, avec plusieurs S que je pratique ce métier-là, puis j'en apprends encore à tous les jours. Alors, c'est ce qui fait en sorte que j'y suis encore. Et parlant d'en apprendre à tous les jours, si vous aviez une qualité à donner nécessaire pour faire de la gestion de copropriété, ça serait laquelle? Je suis obligée d'en mettre, d'en vous en proposer deux parce que je n'ai pas réussi à les différencier, en mettre une prioritaire à l'autre, mais l'écoute est essentielle à notre métier et l'organisation. Les tâches qui sont nombreuses dans la gestion de copropriété, on a des administrateurs avec nous, ils le savent. Si on n'a pas une bonne organisation, on va passer à côté de plein de petits détails qui, tôt ou tard, nous amènera à consulter nos amis avocats. En plus de nos banquiers, parce qu'on aura de gros projets de restauration à faire. En effet. On a demandé à M. Papineau une anecdote. De votre côté, si j'avais à vous demander la phrase ou les mots, l'expression que vous entendez le plus souvent de la part de votre clientèle, qu'est-ce qu'on entendrait? Un peu comme la phrase qu'on entend dans nos médias, c'est inacceptable. Et encore là, c'est la nature humaine qui parle. C'est inacceptable d'avoir planté des fleurs jaunes. C'est inacceptable qu'il fasse froid dans les corridors. C'est inacceptable qu'en période de COVID, des enfants peuvent courir dans les appartements au-dessus. La copropriété, c'est un reflet de la société. Hein? C'est une mini-société. Alors, on retrouve bien souvent, les mêmes petites phrases qui me font un peu sourire. Excellent. Merci beaucoup, Hélène. Bonne soirée. Merci d'être avec nous et on se retrouve à la deuxième partie. Donc, on complète le panel avec M. Régent Touchette. M. Touchette, qui est technologue professionnel, président de la firme Cossette et Touchette et membre du conseil d'administration du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. J'irais même jusqu'à dire membre du conseil d'administration de la garantie de construction résidentielle aussi. Donc, c'est ce que je connais de votre biographie, Régent, par cœur. Vous, qu'est-ce qui vous a mené au métier? Commençons au métier du bâtiment et ensuite, plus précisément, au métier de la copropriété. Bien, au niveau du métier du bâtiment, c'est que le bâtiment m'a toujours intéressé. Même quand j'étais jeune, je m'intéressais à la construction des bâtiments. Alors, donc, j'ai été dans un métier sur les bâtiments, mais plus du point de vue technologique. Ce qui m'intéressait, moi, c'est pas tellement l'apparence des bâtiments, mais tout l'aspect technique qui fait en sorte que les bâtiments puissent tenir debout et qu'ils sont fonctionnels. Au niveau de la copropriété, ben, c'est un peu par hasard, comme tout le monde, là, que je suis arrivé là. Parce que tout au long de ma carrière, dès le début, là, dès que j'ai diplômé en architecture, ben, j'ai été confronté immédiatement à la maintenance des bâtiments, au maintien de l'actif et à la conservation des bâtiments. C'est un aspect qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école. C'est pas quelque chose qui est montré. On nous montre à construire des bâtiments, à faire des plans pour des bâtiments, mais les maintenir, les conserver en bonne condition, c'est pas quelque chose qui est très enseigné. Alors,
Donc, j'ai été tout de suite sensibilisé à ça parce que j'ai travaillé pour une organisation que l'objectif de l'organisation était de maintenir un portefeuille immobilier, un vaste portefeuille immobilier pour des immeubles institutionnels. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai eu à travailler à différents aspects, dont la préparation de plans de gestion d'actifs qui comprend les études de fonds de prévoyance. Et un peu plus tard dans ma carrière, j'ai été approché par des entreprises, par des gens qui étaient en copropriété puis qui me demandaient de faire des études de fonds de prévoyance. Alors, j'ai débuté comme ça, un peu en enfer des études de fonds de prévoyance. Et puis, avec le temps, j'ai décidé de me spécialiser vers les copropriétés puis d'offrir ce service-là uniquement aux copropriétés. Mais un peu comme tout le monde, tous les professionnels autour de la table ce soir, à l'époque où on a débuté, il n'y avait pas vraiment de formation dans le domaine de la copropriété. C'est-à-dire que la copropriété, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent au Québec. On parle de la loi à 50 ans, mais il reste que la copropriété qui est moderne, comme on la connaît aujourd'hui, populaire, là, vraiment répartie comme on a aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de 25-30 ans maximum. Donc, il n'y a pas beaucoup de formation, qui ont été données finalement dans le domaine spécifique de la copropriété. Aujourd'hui, on en donne pratiquement tous. On est demandé par des collèges, par des cégeps, par des universités à donner de la formation, à former de la relève, à former des gens dans le domaine. Mais à l'époque où on a commencé, tout était à défricher un peu, comme Maître Papineau le disait. Ce qui était intéressant dans le domaine de la copropriété, c'est de développer des choses parce que les choses n'existaient pas. Alors, il fallait les développer. Alors, c'est un peu tout ça là, qui m'a amené vers la copropriété. Très intéressant. À travers les dernières réformes que la copropriété vient de vivre, on parle beaucoup, bien entendu, d'études du fonds de prévoyance et de carnet d'entretien. C'est réellement ce qui fait couler le plus d'encre. Vous êtes à l'avant-garde de ces notions-là. Vous faites partie des instigateurs de ces expertises-là dans les dernières années, bien entendu. Vous avez participé à l'agrément du regroupement, le standard d'études du fonds de prévoyance. Qu'est-ce qui, à votre avis, va être à surveiller? Puis je vais poser la question à l'ensemble des panélistes par après. Qu'est-ce qui, à votre avis, va être à surveiller pour le futur de la copropriété québécoise? Le futur et l'actuel de la copropriété québécoise, mais une des grandes menaces pour les copropriétés, c'est le manque de fonds pour pouvoir maintenir le bâtiment. Je veux dire, historiquement, les copropriétés, d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai débuté dans le domaine de la copropriété, c'est combien de copropriétés étaient sous-financées et puis tout de suite, on voyait dès les premières études qu'un jour ou l'autre, ces copropriétés-là seraient prises avec des problèmes de financement pour pouvoir maintenir le bâtiment. Ça, on le vivait il y a 15-20 ans, un peu comme les changements climatiques qu'on vivait aussi il y a 15-20 ans. C'est-à-dire qu'on se disait, un jour, on va avoir des problèmes avec ça, mais on ne voyait pas encore les problèmes. Mais aujourd'hui, le portefeuille immobilier de copropriété est vieillissant. Puis là, on est confronté avec des copropriétés qui vivent cette réalité-là du manque de fonds. On voit beaucoup de copropriétés qui doivent faire des grands travaux, des toitures, des réparations de maçonnerie, des remplacements de fenêtres, des remplacements de systèmes de ventilation, bref, tout ce qui peut se rattacher à un bâtiment, puis qui ne sont pas prêts financièrement à le faire. Alors, je dirais qu'un des grands enjeux, c'est de s'assurer que les copropriétés ont les financements requis pour pouvoir financer, pour pouvoir maintenir le bien immobilier. Parce qu'il y a un manque de financement, il va y avoir une perte de la valeur économique des copropriétés. Alors, je pense que c'est un des grands défis. Heureusement, les lois ont changé et les mentalités ont changé. C'est-à-dire que là, il y a 10 ans, 15 ans, lorsqu'on parlait des conseils d'administration, ils nous disaient toujours, on est correct, la loi dit 5 puis on met 7 ou 8 fait qu'on devrait avoir de l'argent amplement. La réalité, c'est que 7 ou 8 c'est pas assez. On peut parler de 30, 35, puis il y a même certaines copropriétés qui doivent mettre plus d'argent dans le fonds de prévoyance que dans le budget d'exploitation et d'entretien. Ça dépend toujours du profil, évidemment, de la copropriété. Alors,
Maintenant, de plus en plus, les conseils d'administration, mais même aussi les propriétaires de copropriété sont conscients qu'il faut financer, qu'il faut mettre plus d'argent dans les copropriétés pour pouvoir financer adéquatement les copropriétés. Il y a aussi tout l'aspect de l'équité intergénérationnelle aussi qui rentre en ligne de compte, qu'on ne voyait pas auparavant, mais maintenant, les gens réalisent que lorsqu'il vient le temps de faire les grands travaux, bien, les premières générations n'ont pas mis assez d'argent dans le fonds de prévoyance, n'ont pas suffisamment contribué, si bien que les gens qui sont propriétaires, au moment où on doit réaliser les travaux, bien, doivent compenser pour ce que les premiers propriétaires n'ont pas mis. Alors, je pense que les nouvelles législations vont nous permettre de définir avec un profil un peu plus équilibré là, au niveau du financement. Excellent. Merci beaucoup, M. Touchette, pour ces détails. L'équité intergénérationnelle, en effet, c'est ce qui est visé par la prochaine loi. Un gros mandat vous attend quand même, vous et vos confrères professionnels, parce que c'est beaucoup d'expertise, c'est beaucoup de syndicats de copropriété qui vont avoir besoin d'aide pour être en mesure de bien provisionner. Donc, un gros mandat vous attend. Aux autres panélistes, en quelques mots, puis je vais vous nommer, qu'est-ce qu'on doit surveiller pour le futur de la copropriété? Maître Bourdelin. Moi, je pense au fait que les immeubles vont devenir de plus en plus intelligents et il va falloir aussi commencer un petit peu à se pencher là-dessus, surtout au niveau d'un renforcement éventuel de la loi sur la protection des renseignements personnels. Je me dis qu'il va falloir aussi qu'on se penche sur ces questions-là parce qu'il y a de plus en plus d'informations. On ne sait pas nécessairement quel est le contenu des informations qui sont transmises aux gestionnaires, mais aussi à des parties tierces. Et puis, à partir du moment où est-ce qu'elles sont transmises à ces parties tierces, qu'est-ce qui est conservé même après, par exemple, le mandat ou à la fin du contrat, etc. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles il va falloir éventuellement se former de plus en plus et comprendre aussi comment est-ce que ça fonctionne. Excellent. Maître Canetta, de votre côté, comment vous voyez l'avenir? Un petit peu comme Régent, moi, je suis préoccupée par les fonds. Hein. Toutes ces nouvelles lois-là amènent quand même beaucoup de dépenses. Il y a des copropriétés qui n'ont pas les fonds suffisants. Et ce qui m'inquiète, c'est aussi tout l'accès pour les jeunes à la propriété. On voit un marché qui est en augmentation. Les prix sont ridicules. Et je trouve que c'est pas rose-rose pour les jeunes qui voudraient commencer puis s'acheter un condo comme une maison, par ailleurs. Mais ça m'inquiète particulièrement. Ce que Bruno relève est effectivement aussi un excellent point. On parle aussi des bornes électriques. Alors, tous les immeubles qui n'ont pas été conçus pour ça et qu'il faut moderniser pour leur garder un attrait, une valeur. Tous les échanges qui se font dans la bâtisse. Alors, il y a plusieurs questions intéressantes pour les prochaines années. On a un mode d'habitation qui est à une certaine croisée des chemins. C'est sur le plan bâtiment, sur le plan, bon, bien entendu, on a parlé du droit. Madame Vallerand, de votre côté, qu'est-ce qu'on surveille pour le futur de la copropriété? Bien, définitivement, je pense que la santé financière de nos syndicats là, va être à l'avant-plan pour les prochaines années. Et les drames humains qui vont en découler. On oublie que syndicat de copropriété, c'est avant tout les gens qui y habitent ou qui sont propriétaires. Puis il va y avoir des choix déchirants pour nos copropriétaires dans les prochaines années. Et je pense qu'on a déjà pensé que la copropriété était un milieu d'habitation économique. Bien là, il y a une toute autre réalité qui va frapper. C'est en effet une réalité qui s'en vient assez rapidement. Maître Papineau, de votre côté, comment on voit l'avenir? Moi, je pense comme mes amis, il va y avoir un problème d'argent tantôt parce qu'il est déjà présent depuis longtemps, puis les gens le repoussent. Et c'est malheureux encore pendant la présente campagne électorale. C'est pas ça de faire la politique, mais on nous dit qu'il faut favoriser l'accès à la propriété. Malheureusement, c'est pas vrai que de favoriser l'accès à la propriété, c'est une bonne idée. On se ramasse avec plein de syndicats où les gens n'ont pas les moyens de payer les charges, n'ont pas les moyens. On leur dit des fois, engagez-moi un gestionnaire, ça va aider. Oui, mais on n'a pas d'argent. Quand on leur dit qu'il faut faire des travaux, bien, on n'a pas d'argent.
bien là, regardez, si on n'a pas d'argent pour faire rouler un immeuble, ça ne va pas bien. Alors, je pense qu'il va falloir à un moment donné que les gens arrêtent de rêver que ça coûte pas cher vivre en condo, que ça coûte moins cher qu'une maison, ça coûte à tout le moins le même prix. Et avec tout ce qui s'en vient, les études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, les obligations que le gouvernement impose, ça va devenir de plus en plus coûteux. Et il va arriver, comme dit Hélène, il y a des gens qui vont trouver ça personnellement moins drôle. C'est certain, je vous entends tous et chacun, bien entendu, puis on va passer à la deuxième partie très bientôt. De parler de cet avenir-là qui semble un peu houleux de la copropriété, difficile financièrement, difficile sur le plan humain. C'est certain, comme je disais tantôt, on est à une certaine croisée des chemins. Faut qu'on se le dise. Par contre, cette réforme-là, on l'a fait pour éventuellement que le parc se porte mieux. Hein. C'est cette transition-là, c'est cette zone-là entre l'ancien régime et le nouveau qui va être le plus difficile à passer. Moi, je vois bien entendu par la copropriété un mode d'habitation qui, disons-le, puis j'entendais Maître Canetta, espérons-le également, favorise l'accès à la propriété pour les jeunes ménages, ça c'est certain, permettre aux villes de se densifier, hein, il va falloir éventuellement penser à ça. Le télétravail a changé la donne, mais il y a jusqu'à un certain temps, il y a des gens qui vivaient à 1 heure et quart de leur travail. Ça, c'est des réalités qu'on voit moins en copropriété. Donc, pensons-y. L'avenir de la copropriété, oui, la domotique, l'avenir de la copropriété va être peut-être un peu plus vert, va être un peu plus responsable, c'est ce qu'on se souhaite, mais on souhaite bien entendu des copropriétés pérennes sur le plan du bâtiment, sur le plan financier, puis sur le plan humain aussi. On ne souhaite pas avoir bâti tous ces bâtiments-là dans les dernières années pour les voir s'écrouler dans les prochaines années. Donc, c'est pour ces raisons-là, bien entendu, que la réforme est arrivée. Je vois Robert Demers. Donc, Robert, merci encore une fois pour la soirée de ce soir et je vous invite tous à passer à la deuxième partie. Donc, la formule aire commune. Donc, nos panélistes restent ce soir. Vous avez la chance d'avoir des panélistes au niveau du droit, au niveau du bâtiment avec la personne de Régent Touchette et au niveau de la gestion avec Hélène Vallerand. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions ce soir. Donc, je veux agir à titre, si on veut, de modérateur. Donc, je vais diriger les questions à nos panélistes. Malheureusement, on n'aura peut-être pas la chance de répondre à l'ensemble des questions, donc on va faire de notre mieux. Si je vois que certaines questions se dédoublent ou s'intercoupent, on pourra passer à la prochaine. Donc, la façon de poser vos questions, c'est la section Q et A ou Q et R pour ceux qui ont la version française, donc dans le bas de votre écran. Et plusieurs questions possibles, réforme législative, le fonctionnement d'un conseil d'administration. Par rapport, bien entendu, aux mises à jour COVID également, là, les réponses qu'on va être capable de vous donner, parce que ce n'est pas toujours évident avec les changements qu'on vit sur le plan de la crise sanitaire, mais si on est en mesure de vous donner des réponses, on va pouvoir le faire. Donc, commençons avec la question de Mme Carole Vallière. Maître Canetta l'a abordé. Que devrait-on faire au niveau des syndicats avec les branchements pour véhicules électriques? Donc, sur le plan juridique et ensuite, peut-être avec Mme Vallerand, là, au niveau de la gestion, là, on commence à en avoir de plus en plus de copropriétés se brancher. Donc, Maître Canetta. Ça dépend. Il y a deux façons de voir les choses. En fait, est-ce qu'on fait un projet unique ou pour 1 ou 2 copropriétaires qui nous font la demande ou est-ce qu'on en fait un projet collectif? Habituellement, quand on a des demandes d'un copropriétaire ou de 2 copropriétaires, moi, ce que je conseille à mes clients, évidemment, c'est d'avoir une opinion, des recommandations par l'électricien, l'expert électricien du syndicat, voir la faisabilité, où on se branche, etc. Et on donne l'autorisation, le conseil donne l'autorisation lorsque c'est 1 ou 2 installations. Évidemment, il ne faut pas dépasser la capacité électrique du bâtiment, donc c'est pour ça que l'expertise, elle est importante. Par contre, j'encourage toujours les syndicats à se poser la question, est-ce que ce serait pas mieux d'aller sur un projet global lorsqu'on sait que dans quelques années, les voitures électriques vont être la norme? Donc, c'est peut-être de réfléchir, là, et à ce moment-là, bien évidemment, le projet doit être un petit peu plus poussé et doit être évidemment voté en assemblée à la majorité de l'article 1097, donc à 75% des voix. Excellent. Là, on parle, Mme Vallière nous a précisé, on parle d'une petite copropriété de 5 stationnements en lot privatif.
Madame Vallerand, c'est une réalité que vos clients, j'imagine, constatent de plus en plus, donc des demandes de certains copropriétaires. Comment ça se vit actuellement sur le terrain? Bien, je vous dirais que si vous m'aviez posé la question il y a 2-3 ans, je vous aurais dit qu'on gère en cas particulier. Maintenant, depuis la dernière année, définitivement, on le gère en projet collectif, c'est-à-dire d'avoir une vision. Ça ne veut pas dire de l'implanter collectivement, mais d'avoir une vision de ce qu'on va faire collectivement. À titre d'exemple, on fait des schémas dans les garages ou dans les espaces de stationnement extérieur, là, ça peut être la même chose, à savoir où la borne va devoir être installée, par où les câbles devront passer, comment on va les raccorder au réseau électrique de l'immeuble. Alors, c'est toutes des choses qu'on prédéfinit. On fait approuver effectivement en assemblée générale, puis au moment où les copropriétaires en font la demande sur des bases individuelles, bien là, c'est plus facile d'approuver par le conseil d'administration, plus rapide aussi. Ça, c'est pour ceux qui ont des entrées électriques individuelles. On a certaines copropriétés qui ont des entrées électriques communes. Alors là, le défi est de taille. On n'en a pas beaucoup au Québec, là, mais on en a. Alors là, le défi est vraiment différent parce qu'on n'a pas le choix de faire une implantation commune. C'est certain. Pour ceux et celles qui ont suivi l'actualité, on a, au niveau du regroupement, travaillé avec un certain groupe pour obliger les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs à ce qu'on appelle installer les infrastructures pour pouvoir éventuellement recevoir les bandes de recharge, parce que c'est une réalité qu'on commence à voir. Le fameux rétrofit, comme on dit, malheureusement, je n'ai pas le terme français, est très, très dispendieux et très complexe, tant sur le plan technique que sur le plan légal. Donc, si on pouvait doter nos bâtiments un peu comme l'obligation d'avoir des entrées de sécheuses à une époque, si on pouvait doter nos bâtiments au moins des infrastructures, ça serait déjà ça de fait pour faciliter la vie des copropriétaires. Donc, merci, Mme Vallerand. On va passer à la deuxième question. Donc, question pour Mme Papineau. De M. Francis, qui est dans un conseil d'administration et un des membres du conseil d'administration ne prend pas action sur ses tâches. M. Francis demande si on peut poursuivre le membre du conseil d'administration. On peut le poursuivre, mais ça va donner quoi au bout de la ligne? Je pense qu'on serait mieux de le démettre, de convoquer une assemblée pour demander, avant de demander sa démission, sinon faire voter qu'il soit exclu du conseil. Parce que le poursuivre, à moins qu'il ait causé des dommages, il n'y a pas vraiment de raison ou de quelque chose à gagner pour le syndicat. Excellent. On a beaucoup de questions, M. Touchette, puis je vais vous accompagner dans ça par rapport au fameux carnet d'entretien et l'évolution de la position du gouvernement. Donc, vous avez été consulté, le regroupement a été consulté. Aujourd'hui, on en est où au niveau du règlement du fameux projet de loi 16? C'est-à-dire que le gouvernement a fait les consultations. Je pense que ça retardait un peu à cause de la situation de la COVID, hein, mais le gouvernement a fait ses consultations au début de l'été, à la fin du printemps, début de l'été. C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui s'occupe du dossier. Et il y a beaucoup de professionnels qui ont été consultés, qui ont donné leur avis. Et ce que le gouvernement prévoit, c'est de déposer les règlements d'ici la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Alors, vous savez que la loi a été votée en janvier 2020, si ma mémoire est bonne, mais que plusieurs aspects de la loi 16 sont déjà en fonction, sauf que certains éléments ne peuvent pas être mis en fonction tant si longtemps que les règlements ne seront pas émis, ne seront pas votés et émis. Exactement. Donc, M. Touchette l'a dit, le gouvernement se donnait 2 ans pour rédiger et faire adopter le règlement suite à l'adoption de la loi. De façon générale, ce qui reste à déterminer, c'est les modalités, qu'est-ce que constitue une étude du fonds de prévoyance, qu'est-ce que constitue un carnet d'entretien et dans le cas de l'étude du fonds de prévoyance, quel professionnel va être habilité à faire l'étude, donc de quel membre d'ordre professionnel. Donc, c'est de façon générale les éléments qui seront déterminés par règlement. Il y a une partie du règlement qui est plus au niveau administratif, au niveau juridique, ça également aussi, ça devrait entrer en vigueur en même temps.
Et rappelons-le, les syndicats auront 3 ans suite à l'entrée en vigueur du règlement pour faire leurs études et 10 ans par après pour compenser, si on veut, le déficit ou le manque à gagner qui aurait dû accumuler. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup, M. Touchette. Maître Bourdelin, je vous lance des questions au niveau de la COVID. Vous me direz, là, bien entendu, on est encore dans quelque chose qui est encore difficile à encadrer. Au niveau des assemblées physiques, est-ce qu'il est permis actuellement, au niveau du regroupement, je pense qu'on avait pris position pour dire comme quoi ça serait permis de tenir des assemblées physiques et de votre expérience, savez-vous si le masque serait obligatoire ou non? Donc, bon, là, on est bien entendu au niveau des règles de santé publique, on est loin du droit, mais de votre côté, qu'est-ce que vous en savez par rapport à ça? De ma compréhension, oui, c'est permis. J'aurais bien du mal, si j'étais organisateur d'une telle assemblée, à ne pas requérir par contre que le masque soit absolument requis dans les circonstances. Maintenant, pour être bien honnête avec vous, je pense que les syndicats et les gestionnaires avec lesquels je travaille ont été relativement échaudés par ce qui s'est passé il y a 1 an, c'est-à-dire l'organisation à nouveau de certaines assemblées physiques qui ont finalement dû être annulées en raison d'un retournement en confinement. Alors, j'ai eu aucune question relativement à la tenue d'assemblées physiques pour l'instant. J'ai des demandes de présidence d'assemblées virtuelles. J'ai des questions sur les assemblées virtuelles, mais aucune sur les assemblées physiques. C'est ma première. Excellent. Pour le complément d'information, on travaille actuellement à valider si oui ou non, dans le cas d'une assemblée physique, le passeport vaccinal serait nécessaire. Là, pour l'instant, semble-t-il que non, parce qu'on serait catégorisé d'événements privés. Mais si un syndicat décidait de louer une salle, dans une salle de spectacle ou quoi que ce soit, il se pourrait que le passeport vaccinal soit nécessaire. Donc, on en est là, mais pour l'instant, semble-t-il que non. Donc, on va apporter des précisions. Merci, Maître Bourdelin, pour cette réponse. On a Carole Harel qui me demande de préciser, là, parce que je venais de parler du fameux 10 ans. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'une fois que l'étude de fonds de prévoyance a été faite, le professionnel, M. Touchette, vous me confirmerez, devrait estimer le montant que doit avoir le syndicat dans les prochaines années pour faire face aux travaux. Et en date zéro, si, par exemple, le syndicat devrait avoir 500 000 $ pour faire les travaux dans les X prochaines années et qu'il n'y a malheureusement que 10 000 dans le fonds de prévoyance, le syndicat aura 10 ans pour rattraper ce manque à gagner-là. Donc, c'est un peu cette transition-là qui va être nécessaire parce qu'une fois que tout le monde a fait son étude et une fois que tout le monde a passé le 10 ans, on pourrait penser, dans la théorie, que les syndicats auraient toujours le montant nécessaire pour faire face aux travaux majeurs, à moins, bien entendu, d'événements hors de leur contrôle. Donc, voilà pour votre question, Mme Harel. Maître Papineau, c'est intéressant, mais c'est une question qui revient souvent de Mme Dubé. On a parlé des changements législatifs. Est-ce qu'il existe des sanctions pour les syndicats qui ne respectent pas les nouvelles obligations? Ça, c'est assez extraordinaire. Non, il n'y en a pas. On a beaucoup de nouvelles obligations, mais il y a 0 sanction. On a demandé au gouvernement d'inclure des sanctions. Ça a l'air que ce n'était pas notre meilleure idée ou ça a l'air que ce n'est pas une bonne idée pour eux autres, là, mais effectivement, il n'y en a pas de sanctions. Sauf que des copropriétaires qui subiraient un préjudice parce que le conseil d'administration n'a pas respecté les dispositions, le copropriétaire pourra avoir un recours contre les administrateurs qui n'auraient pas rempli leurs obligations. Une sanction qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, c'est la fameuse loi du marché où un syndicat qui malheureusement ne respecterait pas ses obligations, qui n'aurait pas d'études du fonds de prévoyance, qui n'aurait rien dans le fonds de prévoyance, mais malheureusement sur le marché de la revente, risque d'être défavorisé. Mais en tant que tel, il n'y aura pas de police autre que les copropriétaires qui vont vouloir faire avancer le conseil d'administration. Comme ça, vous l'avez bien dit. Je reviens à Mme Valran. J'ai une question d'Alain qui est assez intéressante, une question qui est rarement posée. Quelles sont les opportunités de carrière pour un futur gestionnaire qui souhaiterait intégrer la profession et quels seraient les prérequis recherchés? Parce que c'est un métier qui, on le voit, là, qui est de plus en plus populaire.
En tout cas, je suis très heureuse d'entendre que c'est un métier de plus en plus populaire puis que je vais pouvoir recruter des gestionnaires. Donc, dans gestion comme dans bien d'autres secteurs de notre activité économique, il y a énormément de place chez nous. Vous êtes les bienvenus. Ce que ça prend, d'abord et avant tout, un grand sens de l'organisation, de l'écoute, de la patience et de la curiosité. Alors, ce qui peut nous apparaître évident est souvent tout à fait l'inverse. Donc, des horaires atypiques, il faut les aimer. Si on aime comment je pourrais dire, un horaire très stable, très carré, c'est peut-être pas le bon métier, mais c'est un métier qui est rempli de défis. C'est un métier qui c'est ça, c'est un métier qui est rempli de défis. L'être humain est à l'avant-garde de tout. Puis, on a tellement de facettes qui font en sorte qu'après plus de 30 ans, j'en apprends encore à tous les jours. Alors, c'est curiosité, sens de l'organisation, de l'écoute, puis vous êtes les bienvenus chez nous. Excellent. Donc, ça, c'est en effet quelque chose qu'on voit. La réalité de la main-d'œuvre est difficile à trouver en gestion de copropriété. Là, vous n'êtes pas la seule à mentionner ça. Donc, clairement, des opportunités, il y en a. Reste à voir si, comme vous l'avez dit, si les personnes sont aptes à vivre avec ces horaires atypiques-là et un métier qui peut être parfois difficile. Ça, c'est certain. Maître Canetta, on a parlé plutôt de bornes de recharge. Une question complémentaire à savoir si la fameuse résolution de l'adoption de ces fameuses bornes-là doit être adoptée. Première question. Et la deuxième question, peut-être avec M. Touchette, est-ce que l'implantation de ces bornes-là doit être prise dans le fonds de prévoyance? Pour répondre à la première question, dépendamment si on le fait de manière autonome, donc si, par exemple, dans une copropriété, il n'y a qu'une seule demande et que le branchement est fait à partir de sa propre borne sur son électricité, sur son circuit électrique, nous, on le fait par résolution. Moi, ce que je conseille, c'est une résolution du conseil d'administration. On ne va pas en assemblée avec ça. Si c'est un projet collectif, par contre, c'est une résolution de l'Assemblée des copropriétaires à 75% des voix pour le vote. Excellent. Monsieur Touchette, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans le fonds de prévoyance? Non. Je vais répondre, j'espère que les avocats vont être d'accord avec moi, là, mais le fonds de prévoyance vise à financer le remplacement ou les réparations majeures des éléments de l'inventaire des parties communes de la copropriété. Alors, si au moment de la formation du syndicat ou au moment où on fait l'étude du fonds de prévoyance, il n'y a pas de borne de recharge, puis il faut rajouter des éléments à l'inventaire des parties communes pour pouvoir avoir des bornes de recharge. Mais évidemment, ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas non plus une réparation. Alors, c'est un ajout. Puis un ajout, on a parlé tantôt de l'article 1097 où ça doit être approuvé par les propriétaires de la copropriété, par la majorité des propriétaires. Une fois que les bornes de recharge sont en place, elles sont ajoutées à l'inventaire des parties communes et lors de la prochaine étude du fonds de prévoyance, on va prendre en considération cet élément-là comme faisant partie de l'inventaire de la copropriété. Alors, je ne sais pas si les avocats sont d'accord avec ça. C'est ce que je m'en allais dire. Souvent, quand on pose la question, on espère pas voir demain, mais je vois celle de Bruno qui s'est levée. Donc, Maître Bourdelin, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Non, je n'ai pas contesté ce que M. Touchette a dit. Il n'y a pas de problème. Je l'ai juste en fait complété sur un point pour les administrateurs qui nous écoutent. C'est un pensez-y bien aussi que de laisser aller les choses vis-à-vis de l'installation des bornes de recharge. La réalité, c'est qu'il va y avoir à un moment donné une limite au niveau électrique et vous risquez d'avoir une situation de premier arrivé, premier servi éventuellement. Et là, ça va créer un gros problème d'équité entre les copropriétaires qui n'ont pas encore eu leur borne de recharge et les copropriétaires qui ont déjà leur borne, d'autant plus qu'éventuellement, s'il faut faire voter des affaires, les copropriétaires qui ont déjà leur borne et qui ne veulent pas payer davantage vont voter contre le projet. Ça a été vu. Donc, pensez-y bien et essayez de prévoir vos affaires avant de vous retrouver dans une situation comme celle-là. Excellent. Vite, Maître Canetta, au niveau de notarier, est-ce qu'on a besoin de notarier ce changement-là?
Mais évidemment, si on modifie la déclaration de copropriété, la partie acte constitutif, oui, mais en principe, on ne modifie pas, à moins qu'on vienne ajouter que les bornes font partie des parties communes, là, mais ce n'est pas nécessaire. Excellent, merci. Madame Vallerand, vos clients qui souhaitent installer des bornes de recharge ou dans un même genre de projet, des systèmes de prévention de dégâts d'eau, comment les financent-ils? Parce que souvent, le syndicat n'a pas nécessairement les reins assez solides pour financer ça. Et là, lorsqu'il vient le temps de monter des cotisations spéciales, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il existe des possibilités de financement ou comment vos clients financent ce genre de projet-là habituellement? D'habitude, c'est par cotisation spéciale. Oui, il existe des programmes de financement, mais les taux d'intérêt que demandent ou qu'exigent ces programmes-là sont beaucoup plus élevés que ce que le copropriétaire qui aurait besoin d'un prêt peut obtenir. Alors, le financement collectif, il faut toujours garder ça en tête. Ça a un impact négatif sur nos frais de copropriété parce qu'on les gonfle de façon artificielle. Et le coût de financement est toujours plus élevé en collectif qu'en privé. Mais des fois, on n'a pas le choix, puis on va aller dans ce sens-là. Mais que ce soit les systèmes de prévention de dommages par l'eau ou encore les bornes électriques, c'est par cotisation spéciale. Excellent. Maître Papineau, 2 questions par rapport aux parties communes à usage restreint. Je vais y aller dans l'ordre, celle de Marie-France qui nous demande, à la base, est-ce qu'une partie commune à usage restreint, avant tout, c'est une partie commune? Donc, ça, c'est la première question. Donc, je pense que poser la question… De là le nom. Partie commune, sauf qu'elle est commune à tout le monde, mais à l'usage d'un ou plusieurs copropriétaires seulement. Excellent. Et je ne sais pas, vous allez pouvoir y répondre, parce que peut-être ça peut dépendre de certaines déclarations. Question de M. Eric Zwartz. Pour le remplacement d'une partie commune à usage restreint, on est spécifique, un bris spontané d'un panneau de vide sur un baleton. Qui est responsable de la facture? Le copropriétaire ou le fonds de prévoyance? Mais là, ça dépend pourquoi le panneau de vide va briser. Alors, s'il brise parce que le copropriétaire l'a endommagé, mais c'est lui qui va payer. S'il brise parce qu'il y a une durée de vie ou il y a un mal été posé, ça peut être le syndicat, mais la première chose, il faut savoir pourquoi il l'a brisé. Il n'y a pas de réponse automatique dans ça. Très, très bien. Très, très bien. Donc, je vais… question de Mme Patry, intéressant. Quelles sont les dates butoirs des projets de loi 16 et projets de loi 141? Donc, vous allez avoir sur notre site web, dans les guides et du condo, l'ensemble des dates butoirs pour les différentes dispositions. Donc, il n'y a pas de date butoir pour tout en même temps. Donc, ça s'échelonne dans le temps. Si je ne m'abuse, la dernière de 141 devrait arriver au 15 avril prochain, donc 2022, au niveau du fameux fonds d'auto-assurance. Donc, c'est la dernière date butoir. Pour le projet de loi 16, ça va commencer à partir de décembre ou de janvier 2022, comme M. Touchette l'a dit. Donc, excellent. Qui, à main levée, connaît bien le volet des foyers? C'est quand même une question qui revient souvent. Au niveau des retraits des foyers, puis qu'est-ce que les syndicats doivent faire, parce que souvent, on parle que ce sont des parties communes, il y a une certaine complexité. J'ai une question de Mme Régine Tremblay qui me dit « Les retraits de foyer au bois dans toutes les unités offrent la possibilité de récupérer de l'espace, 4 pieds par 4 pieds. Qu'est-ce que cela vient changer au niveau de la déclaration de copropriété, au niveau du certificat de localisation? » Donc, je ne sais pas qui voudrait. Il y a Maître Papineau qui a levé la main. Donc, j'imagine, Maître Papineau, je vous laisse la parole. Oh, vous êtes sur sourdine, par contre. Alors, voilà. Encore là, ce n'est pas une question simple à répondre. Parce que généralement, le 4 pieds par 4 pieds qu'on récupère dans l'appartement, il peut être dans votre partie privative. Ce qui peut être récupéré, peut-être, c'est ce qu'il y a à l'arrière, qui est la cheminée commune. Et là, il y a peut-être justement de l'empiètement dans les parties communes. Alors, avant de dire comment ça va procéder, qu'est-ce qu'on récupère, il faut regarder le certificat de localisation, il faut regarder la déclaration de copropriété, et de là, on verra où sont situées les différentes composantes du foyer et on pourra répondre à la question.
Très bien. Pendant que je vous ai, M. Papineau, vous avez écrit un livre sur les administrateurs de copropriété. Une question quand même assez intéressante de M. Jérôme Lapointe. Existe-t-il un article de droit qui interdirait à un candidat de se présenter pour un poste d'administrateur de copropriété s'il possède un casier criminel ou des antécédents de vol ou de fraude? Il y a un article dans le Code civil qui dit qu'une personne qui a été accusée d'un crime de vol ou de fraude à l'endroit entre autres d'un syndicat, ne peut, pour une durée de 5 ans, être administrateur. Mais s'il a volé une banque, c'est correct. S'il a volé le gestionnaire, c'est correct. Mais il ne faut pas qu'il ait volé une personne morale comme le syndicat. Excellent, merci pour la précision. Maître Bourdelin, on va vous poser une question par rapport à la fameuse notion de faute et en assurance copropriété, donc une question de Mme Beaumier qui revient 2 fois, donc une question très pertinente. Puis ça a été très complexe, entendons-nous, comme particularité de droit des assurances. Lors d'un sinistre par l'eau qui est issu d'une unité d'habitation, est-ce au copropriétaire de prouver qu'il n'y a pas de faute ou si c'est au syndicat de prouver que le copropriétaire est fautif? Donc, peut-être revenir sur cette fameuse notion de faute-là qui a changé et peut-être, en quelques mots, nous expliquer dorénavant comment fonctionne la fameuse gestion d'un sinistre. Alors, depuis décembre 2018, la situation a changé en matière d'assurance de copropriété avec l'entrée en vigueur de l'article 1074.2 qui vient dire que normalement, le syndicat ne peut pas réclamer des dommages et intérêts à un copropriétaire à moins de prouver qu'il a été fautif. Donc, c'est ça l'origine de la question de madame. Et il faut savoir que c'est encore difficile à gérer comme situation pour de nombreux gestionnaires et que ça crée aussi de nombreuses tensions entre gestionnaires et experts en sinistre, en particulier des assureurs des copropriétaires. Toujours est-il que en avril 2000, de mémoire, c'était en avril 2020, cet article a été modifié pour créer une présomption de faute vis-à-vis de ce qu'on appelle le fait autonome du bien. Le fait autonome, en fait, c'est lorsque, par exemple, une machine à laver qui est en notre contrôle brise et puis va créer un sinistre. Donc, à ce moment-là, si jamais une machine brise, je vais pouvoir profiter de la présomption de faute pour dire, toi, copropriétaire, tu es fautif et donc je peux te réclamer les dommages et intérêts, donc le prix de la réfection du condo ou des condos qui sont en dessous, etc. Le problème par rapport à ça aussi, c'est que cette présomption, elle est facilement, ce qu'on dit en termes juridiques, réfragable et elle peut être facilement contournée par le copropriétaire qui va simplement montrer qu'il n'a pas commis de faute. Alors, oui, pour répondre rapidement à la question de madame, c'est que maintenant, un syndicat de copropriété doit prouver la faute et ça mène aussi les syndicats de copropriété à devoir donc apporter des preuves de faute. Ils doivent être capables de démontrer la cause du bris et ça encore, c'est rarement obtenu par les syndicats ou par les gestionnaires qui gèrent ces syndicats-là parce que au moment du sinistre, on est en train de gérer plutôt l'urgence qu'autre chose. Les plombiers aussi, les compagnies de plomberie qui sont appelées pour gérer ces sinistres-là n'ont pas encore pris les mesures pour rédiger des rapports de cause, mais plutôt en fait, la situation typique, là, c'est qu'on va recevoir la facture du plombier qui est venu sur les lieux avec 3-4 lignes qui vont être très, très mal écrites, le plus mal écrites possible, en fait, et qui vont nous dire rapidement, effectivement, peut-être qu'il y a un tuyau qui a brisé, etc. Avec un peu de chance, on va savoir quel était le tuyau, mais on ne l'a pas en main, on n'a pas de photo, on n'a pas de vidéo, on n'a absolument rien. Et ça va être facilement, finalement, contourné par l'expert en sinistre, éventuellement, qui va faire un rapport qui est un petit peu plus complet. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Touchette, je me tourne vers vous. Une question de Francis. Pour des réparations, on peut prendre combien dans le fonds de prévoyance? Donc, c'est une question qui est très, très large. Et quel genre de réparation peut justifier qu'on prenne de l'argent dans le fonds de prévoyance? Donc, dans le fond, la question générale, c'est comment peut-on utiliser ce fameux fonds de prévoyance?
il faut que ce soit des réparations majeures. Hein. Faut différencier les réparations courantes, puis les activités de maintenance courantes, et puis les réparations majeures et les remplacements. Le fonds de prévoyance, c'est là pour des dépenses majeures. Alors, si vous avez des réparations qui sont finalement minimes ou qui peuvent être financées à l'intérieur d'une année financière sans créer de déséquilibre financier, bien là, c'est pris dans votre budget d'exploitation et d'entretien. Si vous avez une réparation majeure et prévisible, hein, aussi, il y a un caractère prévisible au fonds de prévoyance, c'est-à-dire que c'est des réparations qui doivent être faites parce qu'on arrive à la fin de l'espérance de vie de l'élément, c'est la fin de son espérance de vie normale. Là, vous pouvez le prendre dans le fonds de prévoyance. Moi, ce que je donne des fois comme exemple, c'est un peu comme une toiture. Hein? Si vous avez des problèmes d'infiltration sur une toiture de 20 ou 25 ans, bien, vous prenez ça avec le fonds de prévoyance. Vous avez besoin du fonds de prévoyance pour financer les travaux. Puis si c'est une toiture de 2 ans puis que vous devez faire des réparations, bien là, c'est un avocat que vous avez besoin. C'est une autre histoire. Vous ne pouvez pas prendre ça dans le fonds de prévoyance parce que c'est tout à fait anormal de prendre ça dans le fonds de prévoyance pour quelque chose qui est prématuré. Très intéressant. C'est une notion qui est souvent incomprise. Hein. On a toujours l'impression que le fonds de prévoyance, on peut s'en servir comme on le souhaite, mais c'est une réalité qui est bien entendu très claire. Il faut servir aux travaux majeurs, puis clairement des éléments qui ont été considérés éventuellement dans l'étude du fonds de prévoyance. Donc, lorsque les syndicats auront une étude, ça va être beaucoup plus facile, je crois, de déterminer qu'est-ce qui relève du fonds de prévoyance versus qu'est-ce qui relève du fonds d'opération. Maître Canetta, je l'ai mentionné, vous êtes médiatrice et arbitre et médiatrice accréditée. Donc, une question ici d'une personne une copropriété de 6 unités date de 1995 et certains copropriétaires sont en désaccord avec les codes-parts qui sont inscrits dans l'acte constitutif et demandent au syndicat d'aller en médiation pour réévaluer chacune des unités. Est-ce que la médiation est un exercice approprié dans ce genre de circonstances-là? En fait, oui, c'est un exercice approprié, mais je vous dirais qu'il faut d'abord et avant tout regarder la déclaration de copropriété ou la convention d'indivision pour ceux qui sont en indivise, parce que souvent, on va retrouver dans la déclaration un article qui oblige à passer par un processus de médiation avant d'aller au processus d'arbitrage. Donc, c'est un passage obligé, puis pourquoi pas en médiation, on trouve toutes sortes de solutions, de toutes sortes de choses, on fait preuve de créativité et des fois, des discussions peuvent nous amener à s'entendre sur ce point-là, justement, de rééquilibrer les valeurs relatives. Intéressant, je vous garde pour la prochaine question, puis ça revient souvent. La notion de modification ou ajout des règlements de la déclaration, puis la notion de qu'est-ce qu'on doit faire notarier, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire notarier, ça a changé dans la dernière réforme. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on doit faire notarier, puis qu'est-ce qui est correct qu'on garde, faites maison? Bien, la déclaration de copropriété a 3 grandes sections. Donc, il y a la section qu'on appelle acte constitutif. C'est actuellement la première section de la déclaration où vous avez vraiment les grandes règles, les grandes conventions. Dès que l'on change quelque chose dans la section acte constitutif, bien, il faut le faire notarier, il faut le publier au registre foncier. Lorsqu'on modifie quelque chose dans la partie règlement d'immeuble, où on trouve par exemple les conditions d'usage, de jouissance, les règles d'assemblée, les règles de réunion de conseil d'administration, ça, c'est pas nécessaire de faire notarier. On dépose tout simplement les amendements au registre de la copropriété, on en notifie copie à chacun des copropriétaires. Et la 3e partie, c'est ce qu'on appelle l'état descriptif des fractions. C'est la partie où vous voyez tous les numéros de lot, autant en chiffres qu'en lettres. Ça aussi, si on modifie quelque chose, soit pour ajouter un lot ou pour en retirer un, bien, il faut faire notarier et publier au registre foncier. Excellent. J'ai vu que Hélène nous a quittés. J'avais une question. Bon, il y avait une question. Je peux me permettre. Oui. Je suis là. Désolée, j'ai dû faire un petit coucou à. Il n'y a pas de problème. Stéphania? Oui, je voulais juste ajouter, parce que je pense que c'est un point important, tout ce qui est clause pénale,
les projets de loi ont changé justement, là, ça devient de la partie acte constitutif. Donc, si vous modifiez la clause pénale ou si vous ajoutez une clause pénale dans votre déclaration, il faudra la faire publier, il faudra la publier au registre foncier, qu'elle soit notariée. Très bonne précision. Madame Vallerand, qu'en est-il de la formation pour les gestionnaires de copropriété? Est-ce qu'il y a une certaine obligation pour de la formation ou, parce qu'on sait au Québec, il n'y a pas encore, il n'y a pas d'encadrement du métier de gestionnaire de copropriété, que ce soit par un ordre professionnel, un organisme ou quoi que ce soit. Donc, par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait de la formation obligatoire, mais en reste-t-il que les gestionnaires, à votre avis, vous pouvez parler de l'Ocandric, mais de façon générale, est-ce qu'il y a suffisamment de formation pour les gestionnaires au Québec? S'il y a suffisamment de formation, oui. Je pense qu'il y a assez d'organismes qui offrent de la formation. Je pense surtout, c'est de s'assurer qu'on a toujours une formation continue pour les gestionnaires. Alors, c'est bien beau d'aller suivre le cours à l'université ou au cégep, là, peu importe, mais c'est par la suite. Si régulièrement, chaque année, on peut avoir des sessions d'information sur, et croyez-moi, les sujets sont nombreux et divers, bien, je pense que c'est le gage d'un gestionnaire compétent. Excellent. Parlant de gestionnaire de compétent, une question de M. Bernard Alain. Est-ce que vous avez des suggestions pour convaincre un CA de procéder pour aller de l'avant vers une compagnie de gestion? Bien, je vous dirais que d'en rencontrer, le gestionnaire a été souvent perçu comme étant une dépense. Et on a de nombreux arguments aujourd'hui pour démontrer que le gestionnaire est avant tout un investissement. Pour différentes facettes, on le sait, la copropriété se complexifie. Il y a 30 ans, c'était relativement simple. Aujourd'hui, ben, on a des lois, on a des obligations. Le syndicat, pour nos administrateurs qui sont avec nous ce soir, le savent très bien. Le gestionnaire est là pour vous accompagner et vous faire preuve de cette expérience-là. Puis chez nous, ben, c'est sûr qu'on est 20 gestionnaires autour d'une table. On en échange de l'information. Donc, c'est différents sujets qu'on peut partager avec nos copropriétaires, nos conseils d'administration par la suite. Alors, voyez un gestionnaire de copropriété comme un investissement. Très bien. À court, moyen et long terme. Absolument, absolument. Puis je pense que ça vaut la peine de le répéter parce que souvent, les gens font la réflexion rapide de dire qu'on engage un gestionnaire, on n'a plus besoin de conseil d'administration, etc. Mais ce qui est faux en tant que tel, c'est que le conseil d'administration reste et le gestionnaire est là à titre comme conseiller pour les opérations courantes, etc. Mais la structure juridique de notre copropriété au Québec marche avec un conseil d'administration, bien entendu, et l'Assemblée des copropriétaires. Maître Canenta avait une précision à nous donner. Oui, bien, en fait, si je peux me permettre, là, pour ajouter à ce qu'Hélène vient de dire, quand on embauche un gestionnaire, on embauche un monde de connaissances de son domaine, mais également de connaissances de la copropriété. Parce qu'un gestionnaire, veut pas, a dans son entourage des avocats, des arpenteurs, des notaires. Ils se connaissent et on se connaît tous. Donc, l'accès à l'information est facilité et je pense que c'est un gros plus pour les syndicats de copropriété. C'est un réseau de professionnels, en effet. Maître Bourdelin. Si vous me permettez, là, votre gestionnaire a un recul par rapport à votre copropriété que vous, qui portez deux chapeaux, qui est copropriétaire et administrateur, avez un peu moins. Alors, puis on est au quotidien avec vous. Donc, à nouveau, c'est un autre atout, à mon avis, important dans la saine gestion d'une copropriété. J'ai terminé. Très, très vrai. Maître Bourdelin, on a parlé beaucoup de réformes, projet de loi 16, projet de loi 141. On parle d'anciennes copropriétés avant 1994. Ensuite, on a parlé de révision. Là, on parle vraiment d'un nouveau régime de droit. Est-ce que ça vaut la peine pour les syndicats de copropriété de mettre à jour leur déclaration de copropriété en vue des derniers changements législatifs?
Oui, d'autant plus, effectivement, si on a une déclaration de copropriété qui date d'avant 1994, c'est extrêmement compliqué de savoir où est-ce qu'on s'en va dans une déclaration de copropriété qui date de cet âge-là. Il faut comprendre que la division était pas faite à l'époque, premièrement, donc on ne sait pas qu'est-ce qui appartient à quoi. Vous allez vous retrouver aussi avec des contradictions avec ce que dit la loi, ce que disait déjà la loi auparavant et maintenant ce que dit en plus la loi. Donc, il va falloir, et c'est ça aussi le problème après, c'est qu'on ne sait pas en fait qu'il existe une loi d'application de la réforme du Code civil et qui vient déterminer que de manière générale, sauf exception, la nouvelle loi s'applique, mais encore faut-il après, parce qu'il existe des exceptions au niveau de certains articles. Donc, il va falloir après déterminer qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas, qu'est-ce qui est d'ordre public, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Alors oui, ça vaut la peine, absolument. Et puis, je pense aussi que ça évite bien des litiges subséquents. Très bien. Il nous reste 4 petites minutes, donc on va faire de notre mieux pour répondre à l'ensemble des questions. Malheureusement, on n'aura sans doute pas le temps, donc on s'en excuse à l'avance. Monsieur Touchette, on a parlé tantôt de à quoi sert le fonds de prévoyance. On a parlé du fameux 10 ans pour rattraper le retard. Quelle serait, à votre avis, la meilleure façon de rattraper le retard du fonds de prévoyance? Une augmentation graduelle des frais de condo ou une cotisation spéciale? Ben, ça dépend toujours du retard qui est à rattraper. Normalement, on essaie toujours d'y aller avec une augmentation graduelle. Vous l'avez dit, les mesures transitoires de la loi 16 permettent aux professionnels de proposer une stratégie de rattrapage échelonnée sur une période maximum de 10 ans. Mais c'est une mesure transitoire, c'est-à-dire c'est suite à la première étude. Cette mesure-là n'est pas permanente, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, le gouvernement prend pour acquis que tout le monde va être à date, va être au bon endroit pour cotiser à son fonds de prévoyance, puis que les révisions vont faire en sorte qu'il va y avoir seulement des ajustements qui ne demanderont pas une période de rattrapage échelonnée sur 10 ans. Alors, dans la mesure du possible, on essaie toujours de faire un rattrapage échelonné sur une période de 10 ans, mais parfois, si les éventualités sont trop près, si on doit faire des travaux dans 3 ans, ou 4 ans ou 5 ans, mais parfois, il faut penser à des cotisations spéciales. Excellent. C'est en effet une réalité que beaucoup de syndicats, tantôt on parlait d'entrée de jeu qu'on allait être à la croisée des chemins puis qu'on allait vivre peut-être certains drames humains au niveau, bon, bien entendu, financier. Donc, c'est des réalités que certains syndicats. Il y aura des stratégies, hein, bien entendu. Là. Chaque copropriété est différente, puis les conseils prendront des décisions, bien entendu, on l'espère, en fonction de la capacité de payer des copropriétaires. C'est une réalité, soit dit en passant, qu'on est en train de regarder avec la Chambre des notaires du Québec. Vous allez recevoir, bien entendu, tous les membres, un sondage en collaboration avec la Chambre des notaires sur les impacts de la réforme au niveau de la capacité de paiement de vous ou des copropriétaires de vos édifices, mais également en lien avec la COVID, de voir s'il y a eu des impacts également sur la capacité de payer les charges. Donc, vous allez recevoir ça dans les prochaines semaines. Donc, dernière question, je m'adresse à Maître Papineau parce qu'on a beaucoup parlé de parties communes à usage restreint. Maître Papineau, question de Marie-France qui nous demande qui a une porte en partie commune à usage restreint et qui a subi des dommages par la pourriture avec le temps. Qui devrait payer les réparations de cette porte-là? Alors, ça dépend ce que prévoit la déclaration. Normalement, les parties communes à usage restreint, les dépenses pour les réparations mineures et l'entretien sont à la charge de celui qui en a l'usage. Quand on parle de réparation majeure et de remplacement, ça dépend ce que prévoit la déclaration. Si la déclaration est muette sur les réparations majeures et le remplacement, c'est le syndicat qui paye, même si c'est uniquement un copropriétaire qui en a l'usage. Il faut que ça soit spécifié que c'est à la charge du copropriétaire qui en a l'usage pour qu'il ait à débourser le remplacement et les réparations majeures. Excellent. Donc, un gros merci pour votre temps, messieurs, dames. Donc, on arrive à la fin de la soirée. On a un dernier, malheureusement, comme je vous disais, on n'a pas eu la chance de répondre à l'ensemble des questions. Par contre, on invite tout le monde à consulter notre calendrier d'activités qui est publié sur le site Web. Vous allez voir beaucoup de formations, sans doute des sujets
qui vous intéressent en lien avec les questions que vous avez posées ce soir. On a des nouveautés cette année également. Commencer à parler de maisons de ville. Hein. C'est une réalité qu'on n'a pas beaucoup abordée dans les dernières années, des maisons de ville en copropriété. Et on a même des cours de préparation pour des causes aux petites créances. Donc, c'est des nouveautés de cette année. Donc, vous allez pouvoir visiter le site web pour toutes les activités jusqu'à décembre 2021. On a 2 entrées gratuites également pour le colloque d'automne à faire tirer, donc le 16 novembre 2021. À Laval, espérons-le, c'est encore loin. Donc, à M. Éric Leclerc et Mme Céline Lapointe. Donc, Calia va prendre contact avec vous. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier. Donc, Bruno Bourdelin, Stéphania Canetta, Yves Papineau, Régent Touchette et Hélène Vallerand, merci beaucoup pour votre temps ce soir. Merci d'avoir participé à l'exercice. Donc, c'est un lancement de programmation, pas comme les autres, mais sans doute des plus intéressants. Donc, on se revoit dans une prochaine activité du regroupement en webinaire, en présentiel. L'avenir nous le dira. Donc, merci à tous et à toutes. Bonne soirée à tous les participants et on se revoit très bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.